La récréation a un peu trop duré. Le président de la République est dans l'obligation de remanier ce gouvernement. Et il y a des sujets sur lesquels un seul département ministériel ne peut pas intervenir. Je prends un seul exemple. Quand vous parlez par exemple des ordures, les immondices, vous avez au moins 7 départements, 7. Vous avez le ministère même qui est concerné, le MINDU. Vous avez le MINDEVEL, parce que c'est lui qui contrôle les collectivités territoriales décentralisées. Vous avez le ministère des Finances, parce qu'il faut bien quelqu'un pour payer les factures. Vous avez le MINAT, parce que c'est la gestion, les autorités administratives. Vous avez même le ministère de la Santé publique. Vous avez le ministère de l'Environnement. Mais vous voyez un seul ministre se lève, un seul. Et il dit que c'est moi. Dans un domaine interministériel. Dans un domaine où 7 ministères au bas mot sont mis à contribution. Quand c'est un tel cas, il n'y a que 2 hypothèses. La première, c'est le président de la République lui-même. Et la seconde, c'est le premier ministre chef du gouvernement. Ce qui est sûr, c'est que le président confirme qu'il y aura les 3 élections. Il y aura les législatives, il y aura les municipales et il y aura les sénatoriales. C'est la confirmation. Maintenant, enfin, le président veut dire que la récréation a un peu trop duré dans certaines régions. Où des apprentis sorciers, des sorciers, parce que pour moi, ce ne sont pas des apprentis, quoi qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, en pensant qu'ils ont l'impunité, en pensant que rien ne peut leur arriver. Le président confirme que la République qui est toujours debout, va répondre. Donc, sur le plan, en un premier jet, j'avoue que sur le plan politique, j'ai été rassuré aussi par la forme physique du président. Le président n'est pas né avant-hier. Encore que chez nous, la sagesse s'acquiert. Chez nous, on dit qu'un vieillard, un aîné qui est assis, voit beaucoup plus loin que le jeune qui est debout. Le président n'a plus la forme de ses 40 ans, on le sait. Mais vous voyez un discours de 20 minutes, fluide, limpide, un rythme soutenu. Vous voyez la gestuelle du président. Vous voyez l'élégance physique du président, qui est d'abord un très bel homme, pour ceux qui ont la chance de l'approcher. C'est un très bel homme. Vous voyez aussi le fait que le président parle, dégagé du texte. Le président regarde les Camerounais droit dans les yeux. Le président n'a jamais dit de courte vérité. Et il a d'ailleurs dit, moi je vous dis la vérité, contrairement à ceux qui viennent vous dire, qui vont transformer vos montagnes en neige, et qui vont transformer Yaoundé en Qatar, et qui vont transformer le Cameroun pratiquement en Arabie Saoudite en 3 jours. Le président lui dit la vérité. C'est dur, c'est compliqué, mais on va aller au-delà. Il faut que nous soyons ensemble. Le président aussi leur demande de préserver les vertus, c'est-à-dire ce qui nous rassemble, et aussi l'unité de l'État, parce que c'est sa mission régalienne. Le président décerne les très bons points. Et parmi les très bons points, il y a les forces de défense et de sécurité qui veillent au grain, qui n'ont jamais trahi, qui travaillent avec honneur et fidélité, avec fidélité et dévouement. Le ministère de la Défense, le secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, la délégation générale à la sécurité nationale, nos services spéciaux, la DGRE et même le MINAT dans l'aspect de l'encadrement des comités de vigilance. Le président les décerne de satisfaction. Vous avez fait tout votre travail, rien que votre travail, et toujours votre travail, dans le cadre de vos missions régaliennes. L'intégrité de l'État, la sécurité des biens et des personnes et le soutien aux institutions et aux institutionnels. Merci pour ce que vous avez fait. Et je crois que le chef de l'État, un bon père de famille, a promis que dans les jours, ça dit que nous sommes déjà en 2026. 2026 ne va jamais ressembler, ne ressemblera pas à 2025. Très bien. Alors, docteur Stéphane Zanga, est-ce que vous, dans ce discours, vous y avez perçu une inflexion politique réelle ou alors tout simplement un réemballage du discours traditionnel? Alors, le rituel de communication politique du président de la République à la fin de chaque année est donc républicain. C'est une communication politique qui vise à faire le bilan de l'année qui s'achève et qui dégage les perspectives de l'année qui commence. Sur le plan politique, comme vous l'indiquez, le Cameroun sort d'une échéance électorale majeure. C'est un nouveau président qui hérite d'un nouveau mandat
Donc c'est une nouvelle année, c'est également l'entame d'un nouveau mandat qui va durer 7 ans. Le président de la République, donc, conscient de la situation des Camerounais, essaye donc de jeter des bases, essaye d'indiquer des secteurs qui ont porté des fruits, qui ont marché, pour le dire simplement, et aussi indique quelques écueils et annonce des mesures fortes dans le sens de corriger le tir et justement de revenir avec un personnel politique nouveau pour l'implémentation de ces nouveaux objectifs. Le président Paul Biya a certainement fait le bilan de sa réélection parce qu'il a présenté une offre politique aux Camerounais. Déjà en 2018, il avait présenté une offre. Son mandat a été remis en question. En fait, il est reparti à l'élection pour un nouveau mandat. Il a remporté haut la main, mais avec un score qui n'était pas celui de 2018. C'est-à-dire que l'élection permet de mesurer la légitimité d'un gouvernant. Et le score permet de manière chiffrée de donner des indicateurs précis sur le niveau de cette légitimité. Il faut rappeler que la légitimité, on l'acquiert lorsqu'on remporte une élection, mais on peut la perdre en cours de mandat du fait de l'incapacité à mettre en musique, du fait de l'incapacité à implémenter les promesses ou alors les annonces faites dans son offre politique. Le président, donc, partant de plus de 70% à 53%, comprend que dans la mandature qui vient de s'achever, il a perdu plusieurs points de sa légitimité. Il essaye donc de faire le diagnostic. Il essaye également, à travers ce diagnostic, d'attirer l'attention de ses concurrents politiques qui, pour lui, ne brillent pas par le respect des règles démocratiques en vigueur, notamment pour ce qui est de l'élection, le respect des normes, le respect des dispositions du code électoral et même des normes démocratiques en général qui gouvernent notre cité. Le président de la République également indique que la situation est difficile. Il essaye de justifier certaines contre-performances de son gouvernement en indiquant que dans certains secteurs, le Cameroun ne vit pas en vase clos, subit les soubresauts de l'international, donc qui ont des répercussions directes sur sa gouvernance. Il se positionne comme celui-là qui n'est pas à l'origine de ces soubresauts, mais qui se positionne comme le bouclier qui protège le peuple et qui évite que celui-ci ne soit atteint de plein fouet par cette conjoncture internationale difficile. Le président de la République invite aussi ses adversaires politiques de l'opposition pour les échéances majeures qui arrivent, à savoir l'élection des députés et l'élection des conseillers municipaux, dont des maires dans nos communes du Cameroun, à plus de responsabilités, attire l'attention du peuple sur le fait que la politique est un métier. Et ceux qui s'y engagent doivent savoir que on ne peut pas s'engager dans des promesses fallacieuses qu'on ne saurait tenir au regard de la situation. Le président estime même que certains parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Parce qu'un programme politique, un projet politique, s'adosse sur des moyens qu'on pourrait mobiliser pour l'implémenter. Si on n'a pas des indicateurs sûrs permettant de mobiliser, de nous rassurer de ce que les moyens seront mobilisés pour implémenter les grandes annonces qu'on fait, alors on devient un marchand d'illusions. Il attire donc l'attention de l'électorat pour les élections et les échéances à venir. Le président de la République attire aussi l'attention de ses concurrents politiques sur le respect
des résultats sortis des urnes. On doit accepter de perdre par les urnes. On doit également accepter que son adversaire gagne par les urnes. Donc la culture de l'acceptation des résultats par les urnes. Le chef de l'État pense également que l'alternance ne peut pas s'obtenir par des voies autres que celles de l'élection. Donc c'est carrément un cours de droit public ou de sciences politiques que le président de la République dispense non seulement à la communauté nationale, à savoir les citoyens électeurs ou alors ceux des citoyens qui s'intéressent à la vie politique de notre pays, mais aussi une invite à ses concurrents politiques, les emmenant à respecter les règles du fair play. Le président de la République, pour terminer, pour ce premier jet, pense également que on ne peut pas instrumentaliser la diversité ethnique du Cameroun à des fins politiques. Le parti politique n'est pas un instrument de mobilisation communautaire, mais le parti politique est diffuseur d'une idéologie qui seule peut être l'élément mobilisateur de la communauté nationale. Le président de la République pense également que notre diversité ethnique et culturelle, plutôt que d'être un handicap, est plutôt un atout qu'on devrait capitaliser parce que c'est ce dernier-là, c'est cette diversité qui fait la particularité du Cameroun. Très bien. Docteur Jules Raymond Foula, revenons un peu sur le nouveau gouvernement annoncé. Le chef de l'État a donc annoncé, et vous l'avez encore suivi tout à l'heure, la mise en place imminente d'un nouveau gouvernement. À quoi faut-il s'attendre? Est-ce qu'il faut s'attendre à un changement de cap ou alors à un simple jeu de chaises musicales? Fief entre guillemets électoraux de certains de ses ministres. Je ne veux pas être insolent, mais je rappelle que est-ce qu'on peut être très fier des résultats que le président de la République a obtenus dans les villages, dans les départements de certains de ses ministres? Dans certains d'entre eux, le chef de l'État a même été devancé par ses concurrents. Comme si cela ne suffit même pas, au sein de ce même gouvernement, on a assisté, ça c'est encore l'inédit, à la démission en cours de plusieurs membres de ce gouvernement qui sont même devenus les adversaires politiques les plus redoutables du président. Au point, un ancien membre de ce gouvernement allait même jusqu'à dire qu'il avait gagné l'élection présidentielle. Quelqu'un qui faisait partie de ce gouvernement il y a cela quelques jours, il devient opposant en 24 heures et il dit qu'il a gagné l'élection présidentielle. Et on dit que ce gouvernement a fait un travail extraordinaire. Regardez les conflits de compétences de tout genre. Vous avez l'actualité récente entre le ministère des Sports et le MINAT. Ou même encore les conflits entre le ministère des Transports et par exemple le secrétariat d'État à la Défense. Au quotidien. Et puis moi le comportement atypique, je ne suis pas venu accabler les ministres, le comportement atypique de certains de ces ministres. Mais qui est même le chef de ce gouvernement? Parce que quand vous voyez comment se comportent certains membres de ce gouvernement, vous vous rendez compte je veux dire qu'il y a deux chefs en réalité. Il y a un chef qui se trouve à la présidence de la République, d'aucuns disent que c'est le vrai, et il y a le vrai chef, le chef officiel, qui est le premier ministre qui est chef de gouvernement, qui se trouve à la primature. J'avoue que un ami m'avait raconté une histoire, un ami sérieux. Il m'a dit qu'il allait assister à une séance à l'Assemblée nationale, dans le magnifique palais Paul Biya. Il m'a dit que le Premier ministre est sorti de là et il est passé, je ne veux pas dire incognito, mais le Premier ministre est passé, ses propres ministres le regardaient passer. Il n'y a que quelques-uns qui sont allés vers lui. Mais il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas le président de la République, qui n'est pas le Premier ministre. Quand la personnalité est arrivée, c'est pratiquement tous ces ministres qui sont mis à suivre cette personnalité, qui n'est ni le président de la République, ni le Premier ministre. Ça signifie qu'on ne sait pas, ou on ne sait exactement qui est le chef. Ce gouvernement qui fait un travail extraordinaire. Regardez même leur arrogance et leur train de vie. Moi, j'ai si vous avez, je ne vous souhaite même pas de croiser certains convois. C'est pour ça que je félicite par exemple le ministre de la Défense et les autres, la discrétion. Mais quand vous croisez les convois de cette ministre, je vous conseille d'aller à 3 mètres de l'autre côté de la route. D'abord,
le nombre de véhicules, la qualité de ceux-ci, la vitesse, et puis les sonnants, c'est-à-dire, vous comprenez, mais comment est-ce que ces ministres sont à l'image du président de la République, certains? Maintenant, même, on peut aussi s'interroger sur les résultats concrets. C'est quand même des secteurs. C'est quand même des secteurs respectifs. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut évaluer ministère par ministère? On le devrait même d'ailleurs. J'en ai parlé de bilan tout à l'heure. Si le chef d'État, lui, il en fait un, et il en est fier. Mais est-ce que est-ce que la moitié de ces ministres peuvent venir, comme le chef d'État nous dit que cette année, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci? Je doute pas. C'est-à-dire que si vous prenez tous ces... D'abord, ils n'aiment pas combien ils sont. Les États-Unis d'Amérique, qui ont 300 millions d'habitants, ils ont 15 ministres. La France, qui a pratiquement 82 millions d'habitants, a une trentaine de ministres. Le Nigeria voisin, qui a plus de 200 millions d'habitants, ils ont environ là-bas une quarantaine de ministres. Mais nous sommes à peine 30 millions, ou moins. Officiellement, ils sont 66. J'ai dit officiellement. Si vous ajoutez à ceci, ceux qui se trouvent à la présidence, vous voyez qu'on est très loin. Je crois que c'est un record du monde. Alors, est-ce que ces messieurs peuvent présenter, comme le président de la République, leur chef, qui lui a la légitimité, la légalité, comme ça vient de dire, est-ce qu'ils peuvent venir nous dire que j'ai fait ceci? Hormis certains, mais on ne met pas tout dans le même sac, dans le même bateau. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Est-ce qu'ils le peuvent? Est-ce qu'ils le peuvent? Donc je pense qu'en un mot comme en mille, non. Ce gouvernement a été très loin. Et rien que le score que le président a eu, et même par la suite, vous avez vu ce qui s'est encore passé par la suite, et passé à une autre élection. Ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est qu'en interne, au niveau des RDPC, on a envoyé au niveau de chaque région, ce qui est normal. Quand vous êtes un parti politique, mon parti contrôle désormais la totalité des conseils régionaux, on a envoyé des mandataires pour superviser les élections régionales. Une élection dans un conseil régional, en Gelbert, c'est 70 personnes. C'est-à-dire à peine une salle de classe. Mais maintenant, quel a été... Et je rappelle que ces responsables, la plupart sont membres de ce gouvernement. Mais vous avez vu comment ces mandataires se sont comportés une fois sur le terrain. Je ne veux même pas dire que dans certains endroits, on a refusé pratiquement des bagarres physiques. C'est-à-dire que le mandataire devient un problème. Au lieu de venir représenter, calmer, apaiser, et il devient plutôt l'acteur principal. Donc, et puis même les ministères stratégiques. Comme par exemple, je peux citer, allons-y. Le ministère des Travaux publics, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'amis là-bas, et je ne veux même pas arranger les choses. Ou certains ministères qui sont quand même chargés de la vie du quotidien. Est-ce que les populations ressentent au quotidien les exploits de ces ministères? Regardez par exemple, la totale, même, je crois que c'est par là qu'il vaut mieux que j'arrête, les problèmes interministériels. Qu'est-ce que je vais dire? Zanga comprendre. C'est lui le spécialiste. Il va mieux expliquer que moi. Et il y a des domaines qui mettent en fonction, ou alors des domaines qui mettent en commun plusieurs départements ministériels. C'est-à-dire, il y a des sujets sur lesquels un seul département ministériel ne peut pas intervenir. Je prends un seul exemple. Quand vous parlez par exemple des ordures, les immondices, vous avez au moins 7 départements, 7. Vous avez le ministère même qui est concerné, le MINDU. Vous avez le MINDEVEL, parce que c'est lui qui contrôle les collectivités territoriales décentralisées. Vous avez le ministère des Finances, parce qu'il faut bien quelqu'un pour payer les factures. Vous avez le MINAT, parce que c'est la gestion, les autorités administratives. Vous avez même le ministère de la Santé publique. Vous avez le ministère de l'Environnement. Mais vous voyez, un seul ministre se lève, un seul. Et il dit que c'est moi. Dans un domaine interministériel. Dans un domaine où 7 ministères au bas mot sont mis à contribution. Quand c'est un tel cas, il n'y a que 2 hypothèses. La première, c'est le président de la République lui-même. Et la seconde, c'est le premier ministre chef du gouvernement. Mais regardez, quand un ministre se lève, il dit que c'est moi. C'est moi qui décide ici. Vous comprenez? Mais où est la collaboration sur un sujet transversal? Et maintenant, quelles sont les relations entre ces ministres? Des sources sûres, on nous apprend qu'il y a certains qui ont failli en venir aux mains. Certains ministres, c'est-à-dire que d'abord ils ne se saluent même pas, on sait.
Ce qui est étrange. Vous êtes dans un même gouvernement, vous ne vous saluez même pas. Il y en a même qui ne s'appellent pas. Il y en a même qui ne disent pas du bien de leurs collègues. Mais ils sont dans un même forum. Ils ont un forum. Je veux bien, mais je dis qu'il y en a qui ne disent même pas du bien de leurs collègues. Il y en a même qui souhaitent des malheurs et des... Comment dirais-je? Que toutes les calamités arrivent à leurs collègues. Dans un même gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a l'insolidarité, il y a l'incohésion. Alors, quand moi j'ai entendu parler de travail acharné de ce gouvernement, bon bref, en un mot comme en mille, quand on fait une évaluation, à la fois une évaluation objective, une évaluation sur le plan du rendement, une évaluation surtout sur le plan politique et une contribution à la réélection du président de la République. Alors, quels signaux je vais finir par un bon ministre, c'est d'abord un ministre, c'est un homme politique. Alors, si votre propre famille, votre propre village, votre propre clan, votre propre contrée ne peut pas voter le président, c'est-à-dire si un concurrent politique arrive à battre le président de la République dans votre village, alors, de quoi? Qu'est-ce qui peut bien légitimer votre présence au gouvernement? On a même vu un ministre délégué qui a perdu les élections chez lui. C'est-à-dire qu'il a été incapable de faire gagner le président chez lui et il dit qu'il veut monter en puissance. C'est-à-dire qu'il veut partir des ministres délégués à ministre plein. Comme si il n'y avait pas d'obligation de résultats. Donc, moi, j'ai une dernière question pour vous. Moi, je ne m'attends pas, je ne souhaite pas un simple changement des chaises musicales. D'accord. Je sais un tsunami. Okay. Avec l'injection des jeunes, des femmes, des compétents, avec un gouvernement de combat, un gouvernement qui sera là, non pas pour rivaliser la hiérarchie, mais accompagner le président de la République, accompagner son excellence M. Paul Biya dans la réalisation. Parce que c'est lui qui a été élu, c'est lui qui sera comptable. C'est ça un collaborateur. Alors j'ai une dernière question. Il y a même certains qui disent que lui il est là-bas. Lui il est là-bas et tout dit. Ici, hein, c'est nous. Ici c'est moi. Il y a un qui a dit que ici c'est moi. Alors, docteur sur le même foulard, quels signaux concrets permettent aujourd'hui de croire à une nouvelle dynamique gouvernementale? Déjà, même lorsque vous parcourez certains départements ministériels, pas tous, hein, c'est comme si vous allez, je ne veux pas dire en enfer, mais vous ne sentez pas en dynamique. Ça dit, il y a certains, je ne sais même pas s'ils vont encore au bureau. Certains. Il y a certains ministères. Il paraît que certains déménagent déjà de leur bureau. Il y a même des qui ont enlevé leur photo, la photo de leur femme, la photo de leurs enfants. Il y en a qui ont enlevé dans le lit parce que cet homme a aménagé des lits. Vous voyez donc des ministres très efficaces. Oui, cet homme a aménagé des lits. Je ne suis pas venu m'acharner sur eux. Hein. Cet homme a aménagé des lits, des très bons lits. C'est-à-dire un lit de plusieurs places dans leur bureau. Donc en un mot comme à mille, vous comprenez que l'ambiance n'est pas. D'où l'urgence. Qui suis-je? Le chef de l'État, mieux que quiconque, a les informations les bonnes. Et il y a des gens qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Il y a des gens qui se considèrent comme des rivaux. Vous savez, chez nous en politique, un rival est doublement dangereux. Comment ça? Parce que, d'abord, l'ambition est normale. Je suis enseignant comme Zanga. Quand vous avez des étudiants ou bien des voisins qui n'ont pas d'ambition, ça pose problème. Mais sauf que chez nous en politique, vous êtes doublement dangereux. Parce que d'un, il devient un rival pour le chef. Et deux, il ne joue plus collectif. C'est-à-dire qu'il joue déjà pour son gang. Il joue déjà plus son clan. C'est comme si quelqu'un vous disait que nous sommes dans le même bateau, mais on a plusieurs capitaines. C'est-à-dire, toi, tu as ton chef, moi, j'ai mon chef. C'est quand quelqu'un devient donc un rival du président, ou alors quelqu'un qui ne cache pas son ambition présidentielle. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça peut aussi devenir quelqu'un qui va créer des problèmes dans la maison, ce qu'on appelle chez nous les tireurs de flanc, ou alors les chevaux de Troie. C'est-à-dire quelqu'un qui va mettre des problèmes dans l'institution, dans l'équipe. C'est pour cela qu'il est de bon ton, me semble-t-il, que le président de la République devrait faire, comme il le fait si bien, une évaluation cas par cas. Qu'est-ce que tu as fait dans ton département ministériel? Qu'est-ce que tu as fait dans ton arrondissement? Quelle a été ta contribution lors de ma réélection? Et puis lui-même, il va tirer, comme toujours, les bonnes conclusions, c'est qu'il faut renouveler. Enfin, l'un des messages forts des populations, je vous dis, les populations, c'est le président équato-guinéen qui disait que même quand ça marche, il faut toujours changer. C'est-à-dire quand les populations voient la même tête, il y a des ministres qui sont là depuis Mathusalem, même s'ils sont compétents. Quand vous avez un même ministre depuis 72, c'est-à-dire que même les yeux bandés, il peut se diriger.
Même s'il est compétent. Je ne dis pas qu'il doit faire partie du gouvernement, mais on peut l'enlever d'ici. On le met dans le ministère voisin. Mais là, vous avez une fossilisation de certains ministres et les résultats ne suivent pas. C'est ça le problème. D'accord. Donc il faut changer. D'accord. Il faut un tsunami. Il faut de nouvelles énergies. Il faut des femmes. Il faut des jeunes. Il faut des compétents. D'accord. Docteur Stéphane Zanga, si les mêmes profils reviennent lors du remaniement ministériel, qui est d'ailleurs attendu tout à l'heure à 17h, si les choses ne changent pas, ou alors sera renvoyé s'inédit, si les mêmes profils reviennent, peut-on encore parler d'un renouveau politique, docteur Stéphane Zanga? À l'inverse, changer les hommes sans changer les méthodes, est-ce vraiment gouverner autrement? C'est-à-dire, autrement dit, tout changer pour que rien ne change. C'est-à-dire que le remaniement ministériel est un outil d'efficacité administrative. Le président de la République vient d'assigner de nouveaux objectifs. Il vous a dit, je mettrai sur pied un gouvernement qui va donc mettre en musique ces nouvelles orientations. Donc l'objectif annoncé, c'est l'efficacité administrative. Mais dans la pratique, vous relevez quelque chose de très pertinent, à savoir qu'on risque de tomber dans la reproduction du régime. Un peu dans la question précédente adressée au docteur Jules Raymond Foula. Parce que le président de la République vient de gagner une élection et il a une clientèle politique à satisfaire. Il a des lieutenants à récompenser. Il a des anciens qui l'accompagnent depuis des décennies dont il n'a pas l'intention de se séparer. Donc, à ce niveau, l'annonce, l'ambition affichée peut être la mise sur pied d'un gouvernement pour des besoins d'efficacité administrative, mais à la réalité, la véritable raison peut être la reproduction du régime RDPC. C'est pourquoi vous redoutez que certains visages ne reviennent. Mais il y a de véritables raisons qui peuvent motiver cette réorganisation de l'équipe gouvernementale. Le docteur Jules Raymond Foula l'indiquait un peu dans son propos de manière plus ou moins voilée. Il y a la neutralisation des ambitions de certains membres de ce gouvernement. Le président de la République est conscient de la présence dans son gouvernement des réseaux d'influence qu'il faut absolument évincer parce que ceux-ci ont pris une très grande ampleur et se positionnent déjà comme une alternative au pouvoir du président Paul Biya. Donc, le premier enjeu de ce remaniement ministériel sera donc la désorganisation de ces réseaux de soutien, de ces réseaux, autant pour moi, d'influence à la tête du gouvernement. Ils font souvent ça au nom de quoi? Ils comptent sur quoi pour ils veulent s'organiser? S'émanciper du leader. Ils veulent prendre... Ils ont des ambitions que j'estime démesurées. Parce qu'un patriarche ne peut pas vous avoir donné des responsabilités. Et que vous échouez sur le terrain de l'implémentation des politiques publiques. Parce que le docteur Raymond Foula parlait de l'évaluation des politiques publiques secteur par secteur. Est-ce que quelqu'un peut se bomber le torse de dire que sur les 7 ans que je viens de passer à la tête de ce ministère, ou sur les 15 ans, parce que certains ont passé plus d'une décennie à la tête de leur département ministériel. C'est pourquoi ils ont dû aménager des lits, parce qu'il y a donc eu une confusion entre les affaires privées et les affaires publiques. Rester dans un bureau plus de 15 ans vous donne l'impression que c'est devenu votre propriété. D'ailleurs, certains, quand vous les appelez, ne vous répondent pas que je suis dans mon bureau, ils vous disent je suis à mon bureau. Donc ça marque la propriété, ça veut dire que c'est devenu leur affaire. Et je suis sûr que sur les CNI de certains, c'est profession ministre. Or, ministre n'est pas une profession. Donc le président de la République aussi, à travers ce gouvernement, va recycler l'élite politique. Il faut recycler l'élite politique. Certains ont perdu dans leurs fiefs respectifs parce qu'ils ne sont plus aimés des populations. Ils sont devenus très impopulaire. Et le président de la République, escomptant
l'Assemblée nationale, parce qu'il faut bien que le Parlement soit à majorité RDPC pour que le président de la République puisse implémenter sa feuille de route. Sinon, ce n'est pas possible d'implémenter les grandes annonces. Un gouvernement ne sera même d'ailleurs pas pertinent si le président de la République, si le RDPC perdait l'élection législative, je veux dire la majorité au Parlement. Quand on sait que c'est le Parlement qui est appelé à voter les lois. Or, dans le cadre même de la navette parlementaire, même si la Chambre haute est acquise au président de la République, si la Chambre basse ne lui est pas favorable, dans le cas de la navette parlementaire, c'est la décision de la Chambre basse qui prime sur la Chambre haute. Donc l'élection législative devient donc l'élection la plus importante d'une organisation politique comme la nôtre. Le président de la République aussi devra tenir compte parce qu'il analyse les résultats venus des régions. Donc il va falloir repenser le savant dosage régional. Il faut, par exemple, comme problème, le président a parlé de la sécurité dans le NOZO. Il faut des figures dans le NOZO qui ne soient pas des figures de contestation, des figures de va-t-en-guerre. Il faut des figures de dialogue. Quand vous nommez à la tête d'un ministère stratégique ou à la tête du premier ministère un anglophone qui incarne le dialogue, qui peut mettre sur pied, qui peut implémenter la politique de la main tendue vers nos compatriotes égarés qui aujourd'hui sont assimilés à des terroristes, je pense que le président de la République résout un véritable problème qui est celui de la consolidation de la stabilité du Cameroun. Également, la légitimité de certains ministres, entre guillemets, parce qu'il faut rappeler que les ministres ont une légitimité légale rationnelle, une légitimité administrative. Elle n'est pas électorale parce que ce n'est pas des postes électifs, on les nomme. Certains dans leurs fiefs respectifs ne peuvent pas conduire la campagne du RDPC pour les législatives. C'est impossible. Dans une démocratie parlementaire qui fonctionne normalement, M. Angelbin Fomon, la nomination, la mise sur pied d'un gouvernement avant la tenue des élections législatives n'est pas pertinente. Elle n'est même pas recommandée. Mais le président de la République est dans l'obligation de remanier ce gouvernement parce que les indicateurs qui viennent du terrain, la circonscription ne sera pas unique pour l'élection législative. On ira circonscription par circonscription. On a 180 sièges de députés qui sont mis en jeu. Quand vous analysez les résultats des élections présidentielles, si vous faites des transpositions, à savoir Dr Jules Raymond Foula, si dans le NUN, le RDPC a perdu, on conclut que tous les élus du NUN, puisque le corps électoral restera le même, en principe, les élections devraient intervenir en février. Le corps électoral n'aura pas beaucoup changé, Dr Jules Raymond Foula. Nous repartirons avec le corps électoral de la présidentielle. Quand vous analysez le tempérament politique et les résultats qui viennent, circonscription après circonscription, qui sont disponibles sur le site du Conseil constitutionnel, et que vous faites une transposition sur les législatives, à savoir que dès que le président a perdu dans une circonscription, vous faites une analogie, vous vous dites, si dans l'Omfundi, le président a perdu et que l'Omfundi a 3 sièges, alors par analogie, les 3 sièges, si une élection législative est organisée tout de suite, avec le même personnel politique RDPC, les 3 sièges seront acquis à l'opposition. Mais le RDPC perdra la majorité parlementaire. Ou sera au coude à coude, ou sera obligé de négocier, comme ce fut le cas en 92. Le président analyse donc ces indicateurs et se dit, il est impératif d'aller à ces élections locales avec un nouveau personnel politique. Dans le cadre des mairies, plusieurs maires ont été sanctionnés par le président de la République. Le président de la République s'en sort in extremis de cette élection présidentielle parce que l'électorat sanctionne l'élite qui n'aura pas joué son rôle. Il y a également une cristallisation autour du poste du secrétaire général de la présidence de la République. Je pense que c'est à ce niveau que ce remaniement est attendu. Le président de la République consolide celui qui est actuellement en poste ou alors le dégage et l'envoie ailleurs ou le renvoie tout simplement au quartier. Le peuple camerounais attend le chef de l'État à ce niveau-là. Est-ce que son principal collaborateur restera maintenu, sacrifié, ou alors sera sacrifié à l'autel des désidératas du peuple?
Le président de la République... Le peuple a parfois soif du sang. Le peuple qui veut se nourrir justement de ce sang, le président de la République va-t-il s'appuyer sur la loyauté de son collaborateur pour le maintenir, ou alors va se passer de ses services? Encore qu'il faut rappeler que se passer des services d'un collaborateur ne signifie pas le désavouer. Ce n'est d'ailleurs pas un crime. Ça signifie qu'il vous a donné satisfaction. Il a rempli la mission jusqu'au niveau où vous l'attendiez, et maintenant vous avez besoin d'un souffle nouveau. Ou alors vous estimez qu'il peut être plus efficace ailleurs. Parce qu'il faut le rappeler, ce sont des technocrates. Le secrétaire général, la présidente de la République, pour ne pas faire de fixation sur lui, est un diplomate de formation, Dr Jules Raymond Foula. Et nous avons dans ce pays un ministère des Affaires étrangères. Nous avons un ministère des Relations extérieures. Nous avons des missions diplomatiques. Alors, un SGPR dans une mission diplomatique peut se sentir comme un poisson. Non, un diplomate, autant pour moi, peut se sentir comme un poisson dans l'eau. Parce que dans son élément, docteur Jules Raymond Foula, si vous êtes nommé dans le département des sciences de la communication, vous serez plus efficace que dans le département de l'environnement. Vous êtes un intellectuel, vous vous en sortirez dans le département de l'environnement, mais vous serez plus efficace dans votre champ de prédilection. Donc, des changements comme ceux-là sont peut-être attendus, mais le président de la République sera dans son pouvoir discrétionnaire. Donc, qu'un changement de position, que de nouvelles figures reviennent, là, c'est le président de la République qui choisira. Mais je rappelle également que Dr Jules Raymond Foula et Angélbert, le président de la République sort d'une élection amplement discutée avec 53%, avec ce personnel politique, avec ses visages. Et le président de la République sait que la présidentielle n'est pas l'élection législative. Le président de la République sait également qu'il a consolidé son assise, sa légitimité comme chef de l'État, mais pour implémenter la politique qu'il est appelé à définir, comme le prescrit les dispositions constitutionnelles, il a besoin d'une majorité parlementaire. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, dans son adresse à la nation, le président entre en campagne pour les législatives et pour les élections municipales. On est sûr que les deux seront couplés. Quand le président, je dis les deux, c'est lui qui est responsable du calendrier. Quand le président vous dit, des marchands d'illusions viendront, sont venus vous vendre monts et merveilles, c'est quand à la réalité, il sait que le bilan de ces élus locaux n'est pas reluisant. Et que ces élus locaux ont l'habitude de mettre en avant comme bilan la figure du chef de l'État qui est la sienne. Le président de la République, ne voulant donc pas lâcher les lieutenants de son parti, je sais qu'il y aura des renouvellements à l'interne. Mais il a l'obligation de défendre le parti parce que ne le perdez pas de vue, le président de la République est le chef d'un parti politique. Tout à fait. Donc il attire donc l'attention des citoyens électeurs sur le fait que nous irons encore à une élection bientôt. Je vous mets en garde. Attention au discours des vendeurs d'illusions. C'est pour sauver son personnel politique qui va peiner à présenter un bilan politique parce que la commune de Mvengue, la commune de Bala, la commune de je ne sais quel coin du pays, de Moulvoudaï, de Kousséri, c'est pas le président de la République qui est responsable du bilan négatif entre guillemets qui pourrait apparaître, je dis qui pourrait apparaître dans ces communes, ou même positif. Ce sont les élus locaux à qui le président de la République, à qui les populations ont fait confiance. Un problème s'est posé lors des élections régionales, je le dis, je l'indique pour sortir. Dites-nous. C'est qu'à la réalité, le lien de redevabilité entre l'électeur et l'élu est brisé par des mécanismes de choix internes du parti qui imposent à la base militante des figures qui ne sont pas acceptées par ces dernières par le biais de la discipline du parti. Nous avons vu des blocages à l'élection régionale dans la région du Sud, qui est ma région d'origine. Donc je pense que il y aura la remise en question des choix de la hiérarchie du parti lors des prochaines élections locales. Donc le président doit prendre des mesures pour permettre qu'il y ait plus de démocratie à l'intérieur de sa formation politique, si cette dernière veut rester compétitive. Maintenant, le tri au niveau des vendeurs d'illusions qui viendraient, c'est déjà une compétition
interpartisane, mais la compétition intrapartisane à l'intérieur du RDPC doit être saine, doit briller par le respect des règles démocratiques à l'intérieur du parti. Ouais, je voulais juste ajouter à la suite de cet excellent et très brillant déroulé du docteur Zanga, ajouter que circonstance aggravante avec S, c'est qu'en dehors de l'imbilan, c'est-à-dire, ou alors du bilan qui n'est pas extraordinaire, il y a des problèmes de moralité. Je crois que tout au long de ce gouvernement, qui a même une durée exceptionnelle. Je ne sais pas s'il y a eu un gouvernement qui a autant duré que celui-ci. Bon, peut-être dans un milieu qui m'est proche, on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais là, on peut tout dire. Mais sauf que cette équipe a gagné. Parce que si les propres membres de cette équipe deviennent les principaux rivaux du président, au point même de mettre en péril d'abord l'intégrité, la sécurité de l'État, je crois que c'est le meilleur bilan. Parce que quand les ministres démissionnent le matin comme ça et font ce qu'ils font là, voilà le meilleur bilan de ce gouvernement. Mais comme si ça ne suffisait même pas déjà. Il y a le problème de moralité. Mais quelle est cette litanie de scandales? Olympe-Gate, Can-Gate, Covid-Gate. C'est-à-dire, chaque matin, on attend des vertes et des pas mûres. Les péages automatiques, on entend encore des vertes et des pas mûres. Un coup, c'est au niveau des enseignements secondaires avec ces frais exigibles, ces frais extraordinaires, non connus. Le fait même qu'on veut caporaliser les associations qui ne sont en rien comprises dans le dispositif au niveau des enseignements. Donc, c'est le gouvernement de la République qui aura accumulé le plus de scandales possible. Le plus. Je ne veux pas revenir, par exemple, sur les cas qui sont sortis de l'ordinaire, dont on parle même à l'étranger. Dites-nous. C'est-à-dire, parfois, c'est comme si c'était là, faisait une compétition. Une compétition dans l'immoralité, ou alors une compétition dans le non-respect de la moralité, dans le non-respect de l'éthique. Non, quand on est quand même ministre, nous, je me rappelle quand nous étions plus jeunes, quand on nous parlait d'un ministre, c'était avec beaucoup de respect. C'est-à-dire, on le voyait, c'était l'incarnation du chef de l'État, je me rappelle. À l'époque, le président Biya était premier ministre, chef du gouvernement. Et puis, même, en plus même de ces scandales à répétition, il y a le fait que certains ministres sont devenus, ou alors ceux qui ont titre de ministres ou ministres d'État, sont devenus des superstars. Chez nous, en politique, nous sommes des bantous, Angelbert. Même si vous êtes compétent, quand on vous voit déjà plus que le chef lui-même, c'est-à-dire au village, on vous entend plus que le chef. On vous voit plus que le chef. On entend parler de vous positivement ou négativement plus que le chef. C'est-à-dire que vous posez des actes plus que le chef. Au point les gens commencent à se demander que, mais au fait, en passant, qui est même notre chef de village? Parce que nous, on connaît que ces Zanga que nous avons désigné ici, il a été installé au vu aussi de tout le monde. Mais ce monsieur-ci est devenu, c'est-à-dire, rien que ce questionnement, quand vous devenez déjà plus calife que le calife, quand vous devenez déjà plus catholique que le pape lui-même, quand vous devenez déjà la superstar, c'est-à-dire au point où le président lui-même qui a été élu, on l'entend à peine, on le voit à peine. C'est ces collaborateurs qui sont devenus les perles rares du gouvernement, les stars. Même si vous êtes compétent, chez nous en politique, ça pose un problème. D'autant plus que même, quand certains d'entre eux, maladroitement, veulent transposer des miracles qu'ils font dans l'administration. Miracle, on a d'ailleurs vu un ministre aller organiser des réunions de soutien au président de la République à la présidence de la République. Un ministre allait des réunions de soutien d'un candidat dans la présidence de la République. Mais quand même, maintenant, vous transposez ce que vous faites dans l'administration, ça veut influer, comme disait tout à l'heure Dr Zanga. Vous voulez maintenant transposer ça dans la machine politique du président de la République, le RDPC. C'est-à-dire qu'un collaborateur du président estime qu'il a des injonctions ou des ordres à donner au Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui, lui, ne les prend que du président national, qui est son excellent M. Paul Biya. Très bien. Donc, en plus de la moralité, il y a le fait que le président est pratiquement, je ne veux pas dire dans l'ombre, mais le président public est déjà dans l'ombre
Il y a des super... En plus, et le fait qu'il n'y a plus des points d'arrêt. Donc, vous convenez avec un mot comme Amil. Je ne suis pas venu le diaboliser. Je sais que je ne me suis pas fait beaucoup d'amis. Mais j'ai préféré vous dire la vérité. Regardez par exemple ce qui se passe dans le mouvement sportif. Je ne voulais pas parler de ce département ministériel. Parce que mes positions sont connues. Mais depuis qu'il y a un nouveau exécutif à tel de ce département, on n'a jamais vécu ce qu'on voit au sein des fédérations. On n'a jamais vu ça. Ça dit que c'est comme si c'était devenu un quilombo là-bas. Ça dit chacun, les fédérations qui ont une personnalité juridique, qui ont une certaine autonomie, mais c'est à peine si on ne les infantilise pas. Regardez, allez à la FECA volley, allez à la FECA basket, allez à la FECA hand, allez même dans les fédérations. Vous avez subi à la FECA boxe où on est venu, on a perdu tout un président de confédération ici au Cameroun. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors que ces fédérations ont toujours existé. Donc, en un mot comme Amil, je dirais que chacun doit faire son propre bilan. Nos mamans nous disent souvent, vous savez, le miroir est très important, le vrai. Pourquoi Angelbert? Le miroir est très important parce qu'il vous renvoie à votre vrai visage. On peut faire le make-up. C'est-à-dire, vous mettez, bon, pas nous, on est encore avec le docteur Zanga et Angelbert, nous on a la personnalité. Mais il y a certains nos compatriotes qui mettent le rouge à lèvres et tout ça là. Mais le miroir, cette particularité qui te renvoie ton vrai visage. Que nos ministres aillent eux-mêmes se placer devant le miroir pour dire que j'ai bénéficié de la très haute confiance du président de la République il y a cela 7 ans. Si on me demandait aujourd'hui à moi-même, comme dans la Bible, que quel est le témoignage que les gens vont faire de toi, c'est-à-dire toi-même. Il y a quelqu'un qui me disait que s'il y a un ministre qui passe au carrefour là, on le connaît. D'abord, c'est un ministre qu'on ne connaît même pas. Ouais, quelqu'un fait 7 ans, on ne le connaît même pas. En plus, vous imaginez l'efficacité d'un ministre. On ne le connaît même pas. Donc, il a dit que si tu te places devant le miroir, excellence, pour faire la dianamento, l'autocritique, qu'est-ce que tu diras toi-même? On dit, voilà, toi-même, fais ton auto-évaluation. Qu'est-ce que tu auras apporté à ta formation politique? Qu'est-ce que tu auras apporté au gouvernement? Et pire, qu'est-ce que tu auras apporté au président de la République qui, lui, a pour seule ambition de faire avancer le pays? Est-ce que tu es positif? Est-ce que tu es devenu un boulet? Est-ce qu'au lieu d'être un trouveur de solutions, tu es plutôt devenu une source de problèmes au sein du Rassemblement démocratique? Il y a certains ministres qui ne peuvent même plus prendre la parole. Même dans leur circonscription politique. Ils ne peuvent plus prendre la parole. Parce qu'il a tellement menti. Bon, pas menti. Bon, pas ce que le soi-disant chanteur disait. Parce qu'il a tellement avancé de contre-vérité. Cette fois-ci, ça va arriver. C'est au point où les populations lui demandent que mais tu nous as fait la même promesse 5 fois. On ne voit rien. Et tu reviens encore nous faire, la même bouche revient encore nous faire la même promesse pour une 6e fois. Non, je crois qu'à un moment, il faut cette autocritique. Et puis, moi, je suis un partisan du président équato-guinéen qui disait, Angelbert, même quand ça marche, Angelbert, même quand ça marche, rien que la rotation, le simple fait qu'on voit de nouveaux visages, et surtout les jeunes, il y a même certains qui sont allés jusqu'à faire la proposition que pour une fois, pourquoi on ne peut pas voir? Le chef d'État nous a très agréablement surpris en un procureur général de l'INEDI. Pourquoi pas une femme Premier ministre? Une femme RDPC, bien entendu, Premier ministre, chef du gouvernement. Je crois que ce sera un signal encore plus fort envoyé aux femmes. D'ailleurs, le chef d'État l'a dit l'autre jour. Une femme Premier ministre, une femme RDPC, il y en a des femmes compétentes, brillantes, et des jeunes. Vous voyez, je sors par là. Sortez par là. Lors d'un colloque à l'étranger, on a présenté, on dit voilà le ministre de la Jeunesse. On dit le ministre, c'est lui le ministre de la Jeunesse. C'est lui. On dit voilà donc notre ministre de la Jeunesse. Vous avez au côté de vous un homologue qui a un autre jeune ministre qui a 30 ans. Et on lui dit voilà le ministre de la Jeunesse du Cameroun. Je ne parle pas de lui, hein. Voilà le ministre du Cameroun qui n'est pas né. N'est pas né hier. Et il n'est pas né hier ou avant-hier. Nous, par exemple, certains d'entre nous pensent que le moment est venu de le retour au poste de vice-président de la République. Ça a existé. Bon. Ça a existé. D'ailleurs, l'actuel président en a bénéficié. Ça a existé, le poste de vice-président de la République. D'ailleurs,
Au Nigeria, par exemple, ça permet de résoudre beaucoup de problèmes. Ça veut dire que si quelque chose arrive à l'ancien, ce qu'on ne souhaite pas, tout de suite, il prend fonction et il continue. Donc, c'est bien le stress. Et au Nigeria, ça a un double avantage. C'est que quand le président est nordiste, le vice est sudiste. Et quand le président est sudiste, le vice est nordiste. Ça peut donc le turnover. Il y a par exemple aussi, il y a certaines institutions qui manquent. Stratégiques, la Haute Cour de justice, la Cour des comptes. Nous sommes le seul État, la CEMAC. Le seul État, le leader de la CEMAC, mais curieusement, le seul État qui n'est pas de Cour de compte. La Cour constitutionnelle, parce que nous avons un conseil. Nous, on a un conseil et une cour. Bon, là, c'est une décision. Encore que la différence entre les deux, c'est d'abord au niveau des attributions, on en va parler, et aussi au niveau même du personnel. Dans la cour, vous n'avez que des magistrats, et de très bons magistrats. Et ils ont l'auto-saisine. Donc, ils peuvent aller du début à la fin. Donc, l'idéal, c'est la Cour constitutionnelle. Maintenant, il y a, lié avec le Conseil supérieur de la magistrature. C'est depuis, nous sommes là en 2006, c'est depuis 6 ans. Ça alors? Car ça ne se tient pas. Or, c'est à cette instance qu'il y a les promotions, et il y a les intégrations, ce qu'on appelle les auditeurs, et il y a même des sanctions. Sanctions positives, sanctions négatives. Le Conseil supérieur, et vous savez, on nous juge. À l'étranger, on regarde l'état de la justice, la qualité de la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature peut se tenir en une journée. En une journée, on prépare les dossiers, le chef d'État arrive, parce que c'est lui le président, et on décide. Après ça, il y a la situation du personnel diplomatique, le personnel diplomatique à l'étranger. Vous remarquerez que le président de la République n'a pas eu un excellent score dans tous les ambassades, c'est-à-dire dans le vote à l'étranger, Angèle Baird. En partie parce qu'il y a aussi un très fort mécontentement. C'est-à-dire que certains de nos ambassadeurs deviennent des doyens de fait. La rotation normale, c'est 3 ans. Mais si vous questionnez maintenant la durée, la longévité de nos ambassadeurs et de le personnel, les consuls à l'étranger, vous allez comprendre qu'il y a certains même qu'on a déjà oubliés. Je préfère dire comme ça. Alors qu'il y a une rotation obligatoire. Et il y a maintenant la lutte acharnée contre la corruption, le détournement de fonds, la gabegie. Parce que ce sont les messages que le peuple a envoyés au président. Que tes gens-là, mais on vous dit que quelqu'un a 50 hectares, c'est-à-dire un seul individu, il a une cinzala de 50 hectares et il n'en a pas une. Mais il lui a fait comment? Les cumuls de fonctions. Vous avez certaines personnes qui ont 6 fonctions. Il est ministre, il est PCA, il est conseiller spécial là-bas, il est membre du conseil ici. C'est-à-dire, et quand ce n'est pas lui-même, c'est sa femme, ou en dehors de sa femme, c'est son propre fils. C'est-à-dire, ça devient une familiarisation des postes de l'État. Les retraités, bon, je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup qu'on les appelle comme ça. Il y a des gens qui, je connaissais un très haut cadre, qui avait là dépassé l'âge de la retraite depuis 10 ans. Et il disait que quand j'irai à la retraite, c'est-à-dire qu'on a même achevé les prolongations. Les 3 prolongations prévues par la réglementation sont achevées, il est encore là. Et il dit que quand j'irai en retraite, c'est-à-dire qu'il est déjà 20 ans après la fin normale. Vous savez, à la tête des autorités administratives, je crois, la situation est... il travaille beaucoup, il préfère ne pas en parler. Mais quelle est la situation des responsables des autorités, des régions, des départements? Vous avez un problème crucial, la dette intérieure de l'État. Vous voyez ces moroses là dehors. Des gens ont fait des prestations. Ils se sont endettés, ils sont allés dans les cotisations. Ils ont même pratiquement, ils ont comme garantie donné leur propre domicile, leur propre plantation, tout. Ils ont fait des prestations qui ont été réceptionnées par l'État. D'où vient-il qu'on ne puisse pas payer la dette intérieure? Et ce n'est qu'en les payant que ça va relancer la machine. Donc des efforts doivent être faits pour liquider au maximum la dette intérieure. C'est même doit être la priorité. L'intelligence économique. Il y a maintenant 2 concurrences. J'en ai parlé tout à l'heure. La concurrence, excusez-moi, la concurrence endogène et la concurrence exogène. Où étions-nous par rapport avec nos frères, les États voisins? On était à un certain niveau, il y a cela 7 ans. Où on en est aujourd'hui? C'est autant de questions qu'on peut se poser. Et je vais terminer par la situation interne. Si j'avais des suggestions à faire. Vous savez, ce qui vient de se passer lors des élections régionales et présidentielles, c'est des signaux qu'on a envoyés. Et pour que ça ne se généralise pas, pour que ça n'implose pas, il y a des mesures fortes que, sur le plan partisan, le président national doit prendre à l'intérieur de sa formation politique.
c'est-à-dire la tenue d'un conseil ordinaire, je parle bien d'un congrès ordinaire, avec deux objectifs. Les réformes, mais surtout le transfert générationnel. Nos aînés ont fait un excellent travail. La vie, même en politique, c'est comme une course de relais. Ils ont fait déjà leur part. Le moment est venu de commencer à penser à la suite. Comment ça va se passer demain? Comment ça va se passer dans 5 ans, dans 10 ans? Préparez. Regardez le président français Emmanuel Macron, son excellent monsieur Emmanuel Macron. Il ne pourra plus se reconduire. Mais au sein de sa formation politique, la République en marche, il y a déjà des scénarios, il y a déjà des personnes, des personnalités qu'on prépare entre guillemets. Regardez même aux États-Unis, au sein du Parti républicain, du Parti démocrate. On est en train de préparer les prochaines générations. Parce que l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir démocratiquement et y demeurer. Regardez ce qui vient de se passer, c'est des signaux forts. Il faudrait donc, parallèlement à ce gouvernement, qu'il y ait ce package de réformes très importants qui vont culminer avec le congrès ordinaire de la formation politique du président. Parce que c'est de là que risque de venir l'implosion. C'est de là que risque de devenir, comment dirais-je, la source principale des problèmes. Quand la base n'est plus écoutée, quand la base a l'impression qu'on n'écoute plus, quand la base a l'impression que c'est une affaire des états-majors, où on vous amène des plis fermés et on vous dit faites comme ça, ne changez rien. Les gens vont demander, discipline du parti 7. Mais cette discipline du parti signifie que la base n'a plus son mot à dire. Et ce sont les plus impopulaires que l'on doit. Et quand ce ne sont pas les impopulaires, ce ne sont pas les gens qui sont nés hier ou avant-hier. Quand ils ne sont pas nés ou avant-hier, c'est leur état de santé qui est très préoccupant. Et quand ce n'est pas leur état de santé qui est préoccupant, on va leur dire qu'ils ont fait une très bonne carrière et c'est des retraités. Mais les jeunes, les femmes, les méritants, les compétents, quand eux ils arrivent aux affaires, ils avaient 30 ans. Maintenant, leurs propres petits-fils qui sont arrivés aux affaires, après, ils sont en train de partir à la retraite. Eux, ils sont encore là pour longtemps. Ils envisagent même encore arriver le siècle prochain. Je crois qu'à un moment, il va falloir aussi qu'on pense au transfert générationnel. Le moment est venu de penser à la relève. Très bien. La relève à l'intérieur et la relève à l'extérieur du parti politique. Donc, pour moi, ce n'est pas seulement le gouvernement. C'est un package. Et ça doit aller vite. Parce que le peuple attend. Et le peuple jugera. Lors de l'élection municipale et législative, le peuple va faire le distinguo entre les promesses et les actes. Entre le programme et les réalisations. Et le peuple, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, le moment venu, peut-être qu'on va avoir des surprises désagréables, comme ce qu'on a eu lors de l'élection présidentielle. Attention, il n'y a pas que le gouvernement. D'ailleurs, la présentation des vœux au chef de l'État a été annoncée dans les coulisses au 9 janvier. Cela veut dire que quelque chose doit se passer avant, quelque chose se sera avant, et peut-être que il n'y a pas que le gouvernement. Dans 25 minutes, qui sait, quelque chose peut se passer. J'ai même oublié le problème des DG. Vous savez, la réglementation qu'on nous en est là. Je crois que pour les DG, c'est 9 ans. 9 ans avec les conseils d'administration, les DG, DGA, les présidents et les conseils d'administration. On ne dit pas de les envoyer au quartier. Si un DG était très performant, dans une structure comme par exemple le directeur général de la CNPS, mais on peut l'enlever là, on le met à la tête d'une autre structure. Là-bas, il sera couvert par la loi. Mais quand vous avez un DG éternel, un DG qui n'envisage même pas de partir, surtout qui n'a même pas de résultats. Qui pose les actes en dehors de son mandat. Attention. Qui peuvent être attaqués. Le moment venu, ces actes pourraient être attaqués. C'est compliqué. D'accord. Docteur Stéphane Zanga, avec vous, on va revenir d'ailleurs sur l'adresse du chef de l'État à la nation et surtout sur le cap 2026. À l'écoute de cette adresse, est-ce que vous avez une lecture claire du Cameroun de 2026 tel que voulu par le chef de l'État? Est-ce qu'on peut gouverner un pays sur des intentions générales sans calendrier précis qui doit rendre compte si les objectifs annoncés ne sont pas atteints? Alors, le Cameroun, est-ce qu'il avance? Est-ce qu'il avance par planification stratégique ou alors il avance par gestion du temps politique? Dites-nous.
Alors, c'est les deux à la fois. Planification stratégique parce que le président de la République reçoit un mandat, définit une politique générale et met en place un gouvernement qui est chargé de la mettre en musique avec des chiffres, des délais précis, tenant compte de la situation du pays de manière globale. Le président annonce des réalisations, mais il va falloir mobiliser des moyens pour atteindre ces objectifs. Il va falloir, pour le président de la République, pour l'exercice de 2026, faire l'évaluation des politiques publiques. Docteur Jules Raymond Foula. Il faut impérativement la tenue des conseils ministériels. Il faut assigner, parce que le président de la République définit la politique générale. Pourquoi vous avez relevé tout à l'heure, à l'analyse du discours, l'absence de chiffres. Justement, il ne faut pas s'y aventurer. C'est un risque de s'y aventurer parce que les chiffres sont plus précis. Les chiffres donc sont des indicateurs précis. Mais on gouverne avec la statistique, avec les chiffres. Donc, il ne faut pas faire abstraction de ces données chiffrées quand on veut faire quand on fait des annonces. Parce que en politique publique, le peuple mesure l'écart avec une règle, si vous voulez, un double mètre entre l'annonce et la pratique, entre, comme on dit techniquement, entre le dire et le faire. On mesure dans le gap. Il a annoncé la construction des infrastructures. Sur les 7 ans, combien d'infrastructures ont été construites? On a annoncé la mise sur pied des projets structurants dans tel secteur. Combien de projets sont achevés? Sinon, nous tombons dans des effets d'annonce qui ne donnent pas justement d'indicateurs temporels précis. Parce que quand vous faites des annonces, vous devez dire avant fin 2026, voici ce que nous ambitionnons. Avant la fin de telle échéance, voici ce que nous ambitionnons de faire. Donc, le président de la République ne doit pas rester aérien. Le président de la République ne doit pas rester théorique. Le président de la République doit donner des indicateurs chiffrés, doit assigner des missions précises à chaque département ministériel. Le Premier ministre, chef du gouvernement, doit être un homme de terrain. Et il faut laisser au Premier ministre, M. Angelbin Fomon, pour éviter la cacophonie à l'intérieur du gouvernement, pour éviter d'avoir des ministres qui ne se disent pas bonjour, pour éviter d'avoir des ministres qui se jettent des pots de banane, il faut qu'ils appartiennent à une même équipe et qu'ils soient choisis, ou alors qu'ils aient été choisis par le même capitaine, à savoir le Premier ministre. On peut peut-être traîner de 13 à 17 heures parce que le Premier ministre est en train de faire le dernier casting. Parce que, souvenons-nous que la Constitution dit que le président de la République nomme le gouvernement sur proposition du Premier ministre. Si c'est le Premier ministre Dion Ngouté qui revient et repart avec une nouvelle équipe, il faut lui donner la possibilité de choisir ses collaborateurs. Et quand il est responsable de ce casting, il sera en même d'assurer une bonne coordination gouvernementale. Nous le disions tout à l'heure, Dr Jules Raymond Foula, avec l'équipe nationale du Cameroun, dont nous sommes jusqu'ici satisfaits des résultats du côté du Maroc. Nous avons indiqué que dans les interactions, dans la relation entre le coach Pagou et les joueurs jusqu'ici, il n'y a pas de bruit de botte. Ça suppose donc qu'il est véritablement l'auteur de cette liste des lions indomptables. Et on ne peut appeler un joueur qu'après un échange avec lui et qu'après que celui-ci ait accepté d'obéir à votre politique, de respecter vos orientations. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il vous donne son accord de principe et vous l'appelez. D'où vient-il qu'un élément perturbateur se retrouve sur votre liste alors que celui-ci a souscrit dans le mécanisme de consultation, a accepté de respecter votre autorité et vos orientations? Ça suppose donc que celui qui se retrouve là, cette brebis galeuse, vous n'êtes pas responsable de sa présence, mais vous l'assumez, puisque vous êtes le signataire final de la liste. Donc le Premier ministre assume le gouvernement. Mais quand en interne, dans des tractations à l'intérieur de la boîte noire, je veux parler de la présidence de la République,
que le Premier ministre soit suffisamment charismatique, que le futur Premier ministre ait les coudées franches pour assurer une parfaite coordination gouvernementale. À côté de cela, quand je l'ai dit en Gilbert, un pays également doit mobiliser toute sa ressource humaine à même de booster son développement. Nous avons des Camerounais compétents dans la diaspora qui peuvent mettre leur expertise à l'avantage ou alors au développement, si vous voulez, de notre pays. On peut ne pas appartenir au même bord politique, mais nous sommes tous Camerounais à la base. Je l'ai toujours dit, et c'est ce qui est d'ailleurs consacré. En politique, on n'est pas ennemi, on est simplement adversaire, l'idéologie n'étant pas un obstacle insurmontable. Nous avons tous le même objectif, c'est à savoir le développement du Cameroun. Mais nous avons des approches différentes. Cela ne fait pas de nous des ennemis. Engelbert peut avoir son appareil politique qui indique que le développement du Cameroun peut se faire sur 5 ans. Avec ses données, avec sa vision, avec son idéologie, avec ses ressources. Je peux penser de mon côté, avec mon appareil politique, que la vision peut se faire sur 25 ans, avec mes données. Maintenant, nous soumettons ces deux idéologies, ces deux offres politiques à nos compatriotes qui jugeront de la pertinence, de la faisabilité et même de la perspicacité de ces offres politiques et vont opérer un choix. Mais cela ne fait pas d'Engelbert mon ennemi parce que nous avons tous un objectif à cœur, c'est le développement de notre pays. Donc, le président de la République peut faire avec une expertise qui ne soit pas celle directe de sa formation politique, mais une expertise qui peut venir épouser sa vision et mettre en musique des projets de développement. Nous sommes dans des contrats avec les bailleurs de fonds. Nous sommes dans des conventions avec des partenaires internationaux. Un remaniement ministériel obéit aussi à cela, M. Engelbert. Le FMI et la Banque mondiale, l'Union européenne, les partenaires au développement, interagissent avec 2 membres du gouvernement. Ils interagissent avec le ministre des Finances et interagissent avec le ministre de l'Économie. Quand ils ont le sentiment que tous les programmes économiques de redressement ne sont pas implémentés comme ils le souhaitent dans le sens de sortir le pays du marasme, il arrive quelquefois que ces derniers fassent des notes confidentielles au chef de l'État pour leur dire ce collaborateur-ci, notre interlocuteur là, votre représentant dans le secteur des finances ou de l'économie ne fait pas de bonnes affaires, nous vous suggérons de trouver quelqu'un d'autre à ce poste. Donc, l'annonce du président de la République est motivé par plusieurs mécanismes. Il est certes dans son pouvoir discrétionnaire, mais des motivations sont différentes. Et c'est pourquoi vous avez remarqué, tout est bloqué. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que les ministres ne viennent pas à leur poste. C'est depuis l'annonce, c'est depuis la prestation de serment du président de la République. Certains pensaient qu'ils vont repartir sans qu'il y ait le moindre réaménagement. Mais le président de la République, quand il a déjà donné sa parole, il a dit à la prestation, dans le discours de prestation de serment, je vais responsabiliser les hommes, les femmes et les jeunes. Nous avons une dame procureure générale. C'est de l'inédit dans l'histoire politique du Cameroun, Dr Foula. Il a parlé de la responsabilisation des jeunes. Je pense qu'un ou deux des DG ont été nommés. Il y a des jeunes qui ont déjà été Même si nommés. on attend encore plus que ça. Nous attendons encore davantage. Et quand le président dit le 31 décembre, Engelbert, que le gouvernement sera mis sur pied, pas dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, je crois que vous, en tant que chef d'est politique d'une grande radio comme celle-ci, vos équipes de communication au niveau de Dex Politique sont en état d'alerte maximale. Toutes mes équipes sont mobilisées et disponibles, disposées d'ailleurs à se déployer. Qui sait si dans quelques heures, un programme spécial ne suivra pas cette émission ce jour. Accompagné du terrain, nous sommes en branle. Monsieur le Président,